Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Tocante. Aujourd'hui, je suis avec Édouard Desmontres et vous. Bonjour à tous. Je sais pas si vous connaissez son podcast, mais il a un podcast qui fait mal. Je vous conseille d'aller l'écouter, je mettrai le lien en description. C'est un podcast qui parle de monde d'horlogerie, mais sur un aspect vraiment intimiste, vraiment travaillé. Il y a ce qu'on appelle du sound design, c'est-à-dire qu'il y a des bruitages. C'est assez sympa, ça raconte une vraie histoire. Moi, j'ai l'impression de lire un bouquin. C'est cool que tu dises ça comme ça, Alexandre, parce que c'était vraiment l'idée en fait au départ. Euh, Moi, j'écoute pas mal de podcasts. Je sais pas si tu connais Guerre de business, par exemple, qui sont vraiment des trucs, Je l'ai pas écouté, tiens. Ah, ça me dit rien. où c'est des histoires, Coca versus Pepsi, etc. Euh, Ok. le but, c'est pas de faire la même chose, mais je trouve que et comme je l'explique dans le numéro 0, souvent, le podcast, c'est vraiment le truc qui permet d'être écouté pendant qu'on fait du sport, pendant qu'on fait autre chose. Et c'est vrai que c'est assez immersif si c'est bien fait. Et j'essaie vraiment d'ajouter du son, du contexte pour vraiment que l'histoire soit vécue. Et je sais pas si tu as écouté l'histoire de la Royal Oak, là, qui est sortie vendredi dernier. Et on est dans les années 70, quoi. C'est-à-dire que tu vis le truc, et c'est vraiment ce que j'ai voulu apporter. Donc ça me fait plaisir, et je fais la parenthèse aussi, j'ai eu beaucoup de retours justement, et je sais que c'était un point qui a beaucoup plu. Au-delà de l'histoire, c'est voilà tout le contexte qu'il y a autour et tous les sons et le revival comme ça. Ouais, super. Bah, là, ça va être un échange, hein, les amis, une conversation entre nous. Mais là, tu es un peu quand même sur le côté inverse. C'est-à-dire que d'habitude, c'est toi qui racontes une histoire. Là, je vais te cuisiner un peu et tu vas me poser aussi des questions, j'espère. Ça va être un vrai échange. Est-ce que tu peux te présenter pour l'audience Tocante qui ne te connaît pas encore? Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Édouard, j'ai 44, je suis entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon, donc bien dans le sud-ouest. Passionné de monde depuis plus de 30 ans, et puis donc je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de conseil qui s'appelle Potentiel, conseiller aux entreprises pour grandir, pour recruter. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de lancer quelque chose. Alors, peut-être sous format vidéo, format podcast, je savais pas trop, et j'écoute des podcasts depuis 5-6 ans quand même, dans le domaine du podcast en France, c'est assez tôt, puisque ça fait quelques années vraiment que ça émerge très fort, mais avant c'était un petit peu plus solennel, on va dire. Et là, j'ai voulu lancer ça, j'ai pas mal hésité. Et puis à un moment, enfin, tu connais le truc, Alexandre, il faut se lancer, il faut y aller. Mhm. Et c'est un plaisir, c'est un vrai kiff en fait. C'est vraiment un truc que je fais. Et ce que j'essaie de retranscrire, c'est le plaisir de ça. Donc, et je pense que ça se sent. Donc, c'est un vrai kiff. Donc, c'est parti de quelque chose. Je dit, bah, je vais octroyer. J'ai la chance avec mon travail de pouvoir avoir des plages horaires et du temps, un petit peu comme toi d'ailleurs, hein, pour donner à ça. Et c'est quelque chose c'est vraiment cool de pouvoir le faire. C'est un vrai luxe. Et je le prends avec un plaisir infini, et je compte pas mes heures parce que c'est un bonheur. Donc voilà, ma rémunération, c'est le retour des gens et le fait qu'ils apprécient tout ça. Et Ah. c'est une communauté, c'est un retour, et c'est génial. Ah bah, c'est comme moi avec Tocante, hein. C'est le retour quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit j'adore ce que tu fais, je me suis intéressé aux montres, qui me pose des questions. Je trouve ça génial, c'est gratifiant en fait de savoir que ce que tu fais plaît, parce que les gens se rendent pas compte, mais c'est quand même pas mal d'implication, de temps. Alors c'est du plaisir, mais c'est vraiment quelque chose de généreux de proposer du contenu, et pas d'auto-centré. Proposer du contenu en vidéo, en audio, c'est quelque chose d'important. Et toi, en termes d'histoire horlogère, c'est quoi le point de départ, en fait? Là où ça c'est quoi le point de Le point de départ? bascule, tu veux dire par rapport au podcast, ou Ouais. le fait d'être passionné? Non, 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 par rapport à la passion des montres, en fait. C'est né comment? Bah, je l'explique un petit peu dans l'épisode numéro 1, justement. C'est parti. Alors moi, mon grand-père était horloger à Paris pendant dans les années 50, 60, 70. À la retraite, il me parlait pas mal de ça, et j'ai vu pas mal de monde passer dans les mains, et pas forcément des marques de dingue, hein. Je veux dire, ce qui se faisait encore une fois à l'époque, type Lip, Yema, enfin voilà, des marques franco-suisses, ou voilà, et tout ce genre de choses. Ça me plaisait beaucoup, comme je l'explique dans l'épisode. Lui, ça lui faisait un peu peur parce que c'était l'avènement du quartz, donc pour eux, les montres mécaniques, c'était la mort, et c'était fini. Et tout cet univers était fini. Moi, ça me plaisait bien. J'étais pas très bon en maths, donc ça s'est un petit peu fermé à moi pour être dans le domaine de l'horlogerie et la réparation. On est 2, hein. Donc ça a été plutôt après naturellement le commerce. Et donc ça s'est tourné assez vite sur le commerce, voilà, de montres, mais alors bien avant que ça soit la mode aujourd'hui, et pas dans un esprit de spéculation, si tu veux. Euh, voilà, ça a été cet amour de ça. Ça a évolué au fur et à mesure. Je me suis acheté ma première belle montre quand j'avais 11 ans, tu vois, donc ça a été 12 ans, je dis une bêtise.
Et après, première belle montre suisse, donc une Breitling à 15 ans. Donc tu vois, le truc où tu économises, tu bosses. Ah, quand même, quand même, quand même. 15 ans, Ouais, c'est tôt. Hein. bien picousé quand même. Hein. Ah, bien picousé, parce que la Breitling à 15 ans, Ouais, tu ça vois, va moi, être 5 000. la première belle montre, comme on dit, entre guillemets, belle, après on met ce qu'on veut, mais montre sérieuse, c'était une Bell Ross j'avais 21 ans. Et je me Ouais, l'étais payé c'est déjà bien. Hein. avec mon argent, on n'en a pas offert. Donc j'avais acheté ma Bell Ross, Vintage Geneva. Une petite, mais je crois qu'elle est là, je l'ai. Mais qui a toujours sa boîte derrière. Mais j'ai toujours ma boîte, en fait, j'ai reçu une boîte, on m'a envoyé une boîte que je vais essayer d'ailleurs sur la chaîne, qui est hyper sympa, remontoir, et c'est chouette. Et voilà la montre. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, mais c'est une petite Bell Rose Vintage Geneva que j'avais acheté 1730 euros, je crois, à Paris, T'as les aiguilles bleues là-dessus, non? sur bracelet cuir. Comment? Tu as les aiguilles bleues là-dessus, non? Elles sont bleues? Non, elles sont Elles sont noires, noires, mais il n'y a pas de Luminova. Ouais, elles sont noires. Attends, j'enlève. Ça, c'est une Erkin que je mets plus, d'ailleurs, les amis. Hein, je la mets plus, mais je vais pas la revendre, sinon mon AD va faire la gueule, il paraît. En plus, il suit ce que je fais. Voilà la Bell Rose Vintage Geneva. ouais, elle est cool. Mais je trouve que c'est bien comme diamètre, tu vois, 38 mm, c'est assez Tu chouette. sais, quand on a, enfin, toi aussi, tu as dû faire ton cheminement là-dessus, et on est passé par plein de diamètres, etc. Ouais. Moi, j'ai jamais été fan des gros diamètres, même quand c'était la mode il y a 10 Mmh. ans, t'avais tout le monde qui sortait son 43, 45, etc. Donc jamais fan des Panerai pour parler clairement, Mmh. ni de la philosophie d'ailleurs qui allait de tout ça. Après, je respecte, hein, mais c'était pas mon truc. Mais je trouve que voilà, pour une 3 aiguilles, entre 36 et 39, c'est juste parfait. Quoi. Pour moi, c'est juste parfait. Et sur un chrono, quand t'es entre 37 et 39-40, c'est très bien aussi. Voilà. C'est un petit peu mon truc, tu vois. Et je trouve que là, la Bell Rose fait quoi? Elle fait 38, tu dis? 38, ouais, un truc comme Avec une 38. petite seconde, elle est sympa. Elle est pas trop épaisse. Ouais, petite La seconde à boîte est 6 heures avec la date. Elle est pas trop épaisse, non. Les donc cordes ça, c'est sont assez sympas. chouette. Très confort. Ouais. Et puis, on voit le mouvement ETA derrière, en fait, sur le fond de boîte. C'est On a beau dire légèrement ouvert, là-dessus, légèrement c'est un ajouré. 28-24 ou un truc comme ça, sûrement là-dessus. Sûrement, ouais. Ou un Et 30. franchement, On a beau dire, c'est bien fait. Les cadrans sont très bien faits chez Bell Ross. Les formes de boîtes sont très belles. Voilà, enfin, y a rien à dire. À ce prix-là, c'est très très bon. moi, j'étais très content. J'étais très content de cette montre. Aujourd'hui, c'est une marque que je suis plus. Je suis passé à autre chose, mais why not, hein, si certaines personnes d'entre vous ont des Bell Ross et qu'on peut la tester, je serais content de remettre un pied dans cette marque. Je trouvais que c'était une manufacture assez récente et c'est vrai que j'aime bien les belles histoires qui ont une vraie histoire, qui c'est comme un bon vin, tu vois. C'est comme un bon vin, j'aime bien quand c'est ancien. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres marques aujourd'hui qui me plaisent davantage. Et tu te tournes un peu vers le vintage, toi? Tu commences un peu à Alors oui, même alors du oui, oui, récent, oui, globalement? je suis content que tu me poses cette question-là parce que c'est vrai qu'à un moment on me disait, alors je dis: «Ah, je suis trop sur les Rolex modernes et cetera». Bah non, non, je me tourne sur le vintage et j'ai rencontré un marchand qui est à Marseille, qui s'appelle Maxime, et qui vend, qui est tout jeune, hein. Maxime doit avoir 27 ans, 28 ans si je dis pas de bêtises, et il vend des montres vintage sur son site internet. Et je l'ai rencontré, il est venu me voir à Paris, on a fait des vidéos, et là je suis allé le voir à Marseille récemment, on a refait des vidéos. Je crois qu'on a fait 4-5 vidéos pendant 2 heures à la suite, c'était assez intense. Et je m'intéresse au vintage, ouais, c'est chouette. En fait, quand je suis à la campagne, du côté de mon père, on vient de la Nièvre en Bourgogne, et je suis tombé sur des petites Omega Ah, elles sont trop belles. Constellation ou je sais pas quoi, Des petites devises, un peu des trucs comme anciennes, ça. des années 60, ouais, des années 60 qu'on lui avait offert. En fait, il bossait dans une grande marque qui fait du verre dans le bâtiment Ouais. Saint-Gobain. Et si tu veux, on offrait à l'époque bah, aux cadres, etc., des montres. Et il avait reçu une montre de plusieurs. Et du coup, je les ai retrouvées, ces montres-là, puisque maintenant, c'est mon oncle qui les porte. Et ça m'a donné de l'émotion parce que déjà, ça me rappelle mon grand-père que j'ai connu, donc c'est assez touchant. Et en plus, bah, ce sont des jolies montres, donc ça me donne envie aussi de me tourner vers le passé, vers l'héritage. Et ça me donne plus d'émotion qu'une montre moderne, Et quoi. c'est pas mal parce que, en plus, pour en parler souvent avec des gens qui veulent démarrer dans le vintage, ces petites Omega, aujourd'hui, ça vaut
on en trouve autour de 1500, ouais, 800, 1500 euros pour faire large. C'est une bonne porte d'entrée, c'est joli, le diamètre est bien, c'est bien fait forcément, c'est quand même Omega. C'est une belle porte d'entrée et ça ne prendra que de la valeur. Voilà. Alors, sans être, encore une fois, je suis pas, c'est pas une histoire de spéculation, mais tant qu'à acheter quelque chose, au moins que ça perde pas quand on sort de la boutique ou du truc, c'est pas plus mal. Et là, c'est des choses qui prennent leur petite cote, qui grandissent au fur et à mesure gentiment et qui avancent et c'est pas mal, c'est plutôt joli. Hein. Franchement, c'est une très très belle porte d'entrée. C'est pas ruineux et je trouve que ça a du sens, ouais. Bon, Toi, tu préfères le vintage ou le moderne, toi? moi, je suis bizarre un peu. Mais moi, j'ai eu des phases. Alors, comment dire? Moi, j'ai vraiment les deux. C'est-à-dire que, euh, par exemple, chez Rolex, pour pas le citer, clairement, c'est du vintage que je préfère. Voilà. Ok. En revanche, chez la plupart des autres marques, j'ai pas de souci avec du récent. J'aime bien avoir du récent ou du neuf, mais j'aime bien mixer les deux. Par contre, sur du vintage, tu vois, on est un groupe d'amateurs sur Bordeaux, on se voit de temps en temps. J'ai vraiment cette réputation du mec qui veut du vintage, mais comme neuf, quoi, en fait. Vraiment du vintage, mais juste parfait. Donc, en général, quand il y a des pièces qui sont pas parfaites, on me les propose même pas, etc. Alors, parfaites, mais untouched, quoi. C'est-à-dire pas les trucs comme tu vois maintenant, quand tu vois dans du Rolex vintage, ça a été rechargé au laser, etc., etc. Je parle vraiment dans son jus, mais dans du bon jus, quoi, tu vois. C'est-à-dire de l'unpo, c'est-à-dire jamais poli, par exemple, ou des choses avec évidemment cadrans d'origine. Enfin, c'est la base hein, là-dessus. Mais je suis vraiment pas mal. J'aime les deux. C'est vraiment, je peux mixer. Là, tu vois, je porte quelque chose qui a plus de 40 ans, comme demain, je vais porter un truc que je vais acheter neuf et ça va. Voilà, j'ai acheté la BB Pro en avril quand elle est sortie. Là, tu dors. C'est une montre que j'adore. Bah, au moins, l'avantage, c'est que tu peux, voilà, c'est étanche, c'est tout wash, ça fait le job, etc. T'as pas la petite peur de l'abîmer, c'est clair. Et t'as un petit peu le mix des deux. J'aime bien aussi ces petits revivals qu'ils ont fait, ces réinterprétations. Qu'est-ce que tu portes là? Là, je porte une GMT 16750 sur Jube, Sympa. donc ça va bien. Mais ça, c'est des choses que j'ai depuis un certain temps déjà. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des belles pièces comme ça, si tu veux. Enfin, qui sont vraiment pas touchées. Il faut vraiment, voilà, c'est quand on démarre et ceux qui veulent démarrer, commencer à acheter du Rolex vintage. Pour faire la petite parenthèse là-dessus. Achetez pas, enfin, c'est bien de s'informer sur le web, etc. Mais vraiment aller voir un pro pour ça. Ou en tout cas, demander à quelqu'un qui connaît vraiment. Parce qu'aujourd'hui, sans trop m'avancer, je pense qu'on a au moins 70% des pièces vintage vendues sur la toile en général, je parle, qui sont pas blanches, quoi, qui ont été touchées, qui ont subi une transformation en tout cas. C'est énorme. Il y a encore 10-15 ans, on avait une proportion qui était assez faible finalement là-dessus. Donc aujourd'hui, achetez à des gens que vous connaissez, ou en tout cas des revendeurs qui ont pignon sur rue, qui sont connus, quoi. Vous n'avez pas acheté du vintage et mettez le prix, en tout cas. Je rebondis, quelles sont les marques ou les modèles qui te font vraiment vibrer, Edouard? Aujourd'hui, tu vois, moi j'ai écouté ton podcast et il y a de l'émotion, c'est fort. Donc moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse un épisode ensemble parce que on est aligné Ouais. total. Ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer, tu vois? Une marque ou un modèle où tu te dis, waouh, ça j'aime. Bah tu vois, alors plus jeune, ça a été les marques un peu. Alors plus jeune, déjà c'était un petit peu différent. Je parle il y a une quinzaine d'années, c'était bon Rolex, Omega évidemment, etc. Et à l'époque, avant que les réseaux fassent leur travail, moi j'étais déjà à fond sur Genta, sur les Royal Oak, sur les Nautilus, etc. C'était cher, mais c'était encore presque abordable entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que Ah ouais. vraiment tu vendais 2 Rolos et tu pouvais t'acheter ça. Bon, c'était déjà très cher à l'époque, ça me paraissait très cher. Et à l'époque, je me rappelle, tout le monde me disait mais c'est hyper laid, ce design, c'est affreux et tout. Et ça me fait assez rigoler que maintenant tout le monde soit sur des Royal Oak ou des Nautilus ou des trucs comme ça. Ah ouais, les gens retournent vite leur veste. Hein. Enfin, beaucoup de gens trouvaient ça affreux il y a 15 ans en tout cas. Ce qui me fait vibrer maintenant, c'est plus ce genre de choses. Tu vois, je regardais tout à l'heure, c'est sur des Moser par exemple, c'est des trucs qui vraiment, je trouve extrêmement beaux sur le travail des cadrans que tu peux avoir. En ce moment, je suis en train de pas mal triper sur la Laureato de Gérard Perregaux. Je sais pas si tu vois laquelle c'est, elle est avec le bracelet intégré, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à une Royal Oak, un petit peu. On retrouve un peu ce design là. Donc ces cadrans bleus, clou de Paris, enfin c'est hyper beau. Et tu vois, sur des choses comme ça, et pendant longtemps et encore aujourd'hui, je tripe pas mal sur une marque que j'aime beaucoup, qui est, à mon avis, sous-cotée. Mais là, c'est vraiment pas une marque à acheter pour faire de l'invest. Hein. C'est Zenith. Ah, c'est Zenith? Ah, je kiffe Zenith. C'est vraiment une marque. J'ai pas acheté Zenith. J'ai la possibilité d'acheter une Zenith il y a 2 ans, un an et demi, 2 ans. Un modèle assez classique, j'ai plus le modèle. Oh, avec un cadran bleu qui devait faire 36 mm. Ouais. Cadran bleu, bracelet en cuir, très ronde.
Je sais plus, j'ai plus le modèle. Mais c'était une Zénith. Je pouvais l'avoir à un bon prix en plus. Mais Mais c'est j'ai ça, pas dans les acheté. Zénith que j'ai acheté, j'ai toujours eu entre 20 et 30% de remise là-dessus. Donc, si tu achètes comme ça va. Mais tu vois, je te donne un exemple, j'ai acheté une Zénith, la réinterprétation de la 386, c'est celle qui a les triples cadrans, 3 couleurs, tu sais, qui était en 38 mm. Elle est sortie en Hmm. 2012. Je l'ai acheté en février 2012. Donc, tu vois, il y a 10 ans. J'ai payé ça à l'époque 4300 balles, je crois. Tu vas sur la toile, tu la cherches, elle vaut 5000 balles maintenant, tu vois. Hmm. 10 ans, la montre, elle a rien pris du tout. Mais c'est pas grave, en fait. C'est une montre que j'adore, que j'ai depuis 10 ans, que je garderai, donc je m'en fous, je la vendrai pas, en fait. Donc, j'ai pas perdu ni gagné, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand tu fais le parallèle avec certaines montres à l'époque qui valaient ce prix-là, c'est pas le meilleur placement. Mais je pense qu'il faut, pour répondre un peu à ta question, il faut arriver à mixer les deux. Faut arriver à avoir des choses un petit peu, des trucs un petit peu patrimoniaux. Faut pas être ennemi de ses intérêts quand même. Moi, j'ai gardé des Rolex, des choses comme ça. Faut pas être idiot et se dire c'est mal que les montres prennent de la valeur. Enfin, il y a une espèce de comme ça de doxa, tu vois, où en gros, soit t'es un gentil collectionneur qui achète des trucs qui perdent de la valeur en boutique, ou alors t'es un méchant collectionneur qui fait du fric sur les montres. Non, mais c'est pas comme Mais ça que ça se passe. c'est très vrai ce que tu dis. Moi, je me suis fait taxer de ça. Tu vois, par exemple, alors j'ai la chance d'avoir une audience très très soudée. Tu vois, on a un peu moins de 4000 aujourd'hui, mais très très soudée. Et tu vois, il suffisait que dans une vidéo, je dise ah non, il faut pas faire d'investissement. Et puis après, si j'ai un invité, je dis il faut investir. En fait, les gens ils s'opposent entre eux. Tu vois, il y a un côté, t'es dans quel camp? Dans le camp du marché gris, pas du marché gris, etc. Oh là là. T'as ça, t'as des jalousies aussi malgré tout, parce que t'as des gens Oh qui là ont là. acheté des montres il y a 5 ou 7 ans, qui valaient 5, 10, 15 et qui valent 50, 80, 100. Donc, ça Hmm. peut aussi éveiller des jalousies là-dessus. Euh, et puis, tu as aussi toute une population qui est rentrée dans ce game là-dessus, qui est pas du tout collectionneuse, qui achète, qui coffre, et qui effectivement revend 5-10 ans après. Il faut pas confondre ces gens-là. Enfin, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, il y a des pièces que j'aime et que j'achète qui vont prendre de la valeur, et c'est très bien. J'achète pas ça avec les yeux sur le nez dans le guidon en me disant ça va prendre de la valeur, je prends du plaisir, je les porte. Mais au final, bah, tant mieux si ça prend des trucs. Moi, j'ai vendu, il y a quelques années, je me rappelle, j'avais vendu une Sea Dweller 16-600, neuve, quasi neuve, que j'avais acheté à un gros collectionneur sur Paris que je connaissais très bien. Donc évidemment boîte papier, etc. Enfin, elle était pastiquée mais quasi, tu vois. Déjà à l'époque où elle se faisait plus. Et le mec Hmm. qui me l'avait acheté, un mec qui m'avait acheté à Toulouse, je l'avais revendu. Et il me l'achète, il me dit, je dis vous allez en faire quoi? Il me dit ben je vais la mettre au coffre. Et en fait il me dit j'en ai 6 ou 7 comme ça, mais je les garde parce que en fait mon plaisir c'est d'ouvrir mon coffre, de regarder, de refermer, de jamais les porter. Et si tu veux, le mec, j'ai trouvé ça d'une tristesse, mais incroyable, quoi. Enfin, moi, les montres, je les porte. Si elles peuvent prendre des pètes. Enfin, encore, on fait pas des professions, elles prennent beaucoup de chocs, si tu veux. Moi, je monte pas des, voilà, si je monte des parpaings, je mets pas ma montre, si tu veux. Quand je vais faire du VTT dans les bois, comme un bourrin, je mets pas une vintage qui a 40 ans, tu vois. Ouais. Mais en même temps, ça vit une montre, quoi, si tu veux. C'est normal que la boucle ait des rayures et des micro-rayures, etc. Et le mec, j'avais trouvé ça terrible que le type me dise, voilà, je l'achète parce que je vais avoir X exemplaires pour être sûr que s'il y en a une qui s'abîme, je pourrais porter l'autre derrière, etc., etc. Après, encore Ouais, ouais. une Moi, fois, je conçois pas, je te rejoins, je conçois pas qu'on puisse garder des montres dans un coffre et qu'on les porte pas. C'est vrai que moi, je les porte. Tu vois, là, j'ai la petite Air King 116-900 que ouais, j'avais c'est joli acheté ça. quand tout le monde crachait dessus il y a 3 ans. Elle a été, putain, tout le monde l'a craché sur cette montre Ah, mais tout le monde, cette montre-là. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature, comme on dit, sur le cadran, couleur. c'est pas très très lisible. Ouais. Mais moi, je l'aimais bien. Après, bon, pour être totalement honnête, elle était aussi accessible. Elle coûtait 5 700 € à l'époque et on pouvait la trouver en boutique. Mais vraiment, je l'avais achetée dans le sud de la France, à Cannes, et on l'a trouvée chez les deux principaux AD. Et j'avais acheté chez l'un plutôt que l'autre parce que le virement était plus rapide et je voulais l'acheter à Cannes. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très têtu, très Ouais. obstiné dans la vie, mais en général. Et quand je décide un truc, je décide un truc. Et là, j'avais bien bossé, j'avais remporté des bons business. Et du coup, je me suis dit, il me la faut maintenant Ouais, avant de remonter c'est dans le le délire train, tu d'avoir vois. maintenant, c'est l'aboutissement de quelque chose. Maintenant, fallait que ce soit dans ce Ouais, je lieu-là. connais bien le truc. Et du coup, j'ai acheté cette montre chez un AD plutôt que l'autre. Et du coup, la vendeuse de l'autre AD que je connaissais m'a un peu fait la gueule parce que j'ai acheté chez l'autre. Bon, ça, c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Ça paraît quoi, Mais ça, aujourd'hui? Enfin, cette façon de fonctionner où les mecs t'appellent pour te, enfin, aujourd'hui, c'est de la science-fiction, encore une fois. T'as des listes qui sont longues comme le bras. Enfin, ce que tu dis d'avoir deux AD en même temps qui t'appellent pour un modèle comme ça paraît compliqué aujourd'hui.
Ah, il y avait d'autres. Il y avait la Datejust Wimbledon en 41. Il y avait l'Explorer 1. C'est ouf. Modèle or acier Datejust Jubilé, or rose, or jaune. Non, franchement, il y avait du stock. Hein. Ouais, t'avais du monde, hein, tu te rends compte, Et c'était pas si vieux. C'était, écoute, en 2021, il y a 3 ans. Et j'ai acheté la Datejust 41 cadran bleu ciel en mai de cette année. Ouais. Et elle était aussi en boutique. Bon, j'avais de la chance, je crois qu'elle était réservée pour un autre Elle est client. belle d'ailleurs, celle-là. Hein. Franchement. Ouais, elle est jolie. On la voit assez peu. J'ai l'impression qu'elle est pas très très appréciée. Enfin, ces ça pièces m'est du égal, coup hein. jubilées qui rentrent dans la boîte comme ça, c'est absolument magnifique. Ouais. Et moi, je la trouve sympa. Ouais, Bon, très très cool. après c'est cool. Bon, mon Rolex, j'aime bien. Il y a plein de modèles que j'aime bien, mais après, bon, il faut que j'achète autre chose aussi. Hein. J'ai besoin de faire parce que sinon, je ferais que ça. Tu vois, je veux dire, à un moment, tu deviens tellement picousé par les montres. Ah ouais. Ça démarre d'un truc, tu vois. Moi, la première fois que je voulais une Rolex, que c'est l'imaginaire en fait. Je trouvais ça incroyable d'un point de vue inspirationnel. Et du coup, j'étais à New York en 2009. Et puis, j'étais loin d'avoir une Rolex. Et j'avais quand même la Belle Rose, tu vois. J'avais acheté Ouais, une t'avais belle, commencé un comme petit on peu dit. à acheter quelque chose. Et bon, je passe à Chinatown entre une slice de pizza à Fulton Street ou je sais plus où et un café au Starbucks. Bah, je vois des petits. Et je voulais voir la Rolex, même une fausse, tu vois, voir ce que ça faisait au poignet. Et Ouais. puis, je l'ai acheté. Et ça faisait quoi à ce que tu racontais dans ton podcast? Bah, Vachement, un ça peu m'a comme fait ce que je te marrer, quoi. disais quand ouais, moi c'est à Ça m'a fait marrer. 13. Ouais, c'est ça. Non, 91, pardon, à 13 ans, j'étais parti à New York et j'avais ramené une quinzaine de fausses Rolex. Ah oui, ah, d'accord. Toi, c'était quand même Ouais, un autre. ah non, mais j'étais chaud Moi, quand même. j'en avais quand même acheté 2, je crois, hein, J'étais d'un chaud coup. quand Hein. même parce que j'avais acheté, ouais, j'avais commencé j'avais économisé, j'avais bossé comme un enfoiré tout l'été, tout ça, pomper des trucs. Ça valait que dalle à l'époque, ça valait 10, 15, l'équivalent aujourd'hui de 10-15 $ si tu veux. Ouais, moi, ça valait entre 20-30 $. Ouais, tu pouvais Et, négocier quand même donc, 30 t'arrives $. là-bas, tu vois les mecs avec les valises, tu sais, ils ouvrent les valises dans la rue, au pied des Twin Towers à l'époque et tout, et puis ils te vendent des trucs, quoi. Et, Il y en a encore une. C'est une Datejust ça, c'est le modèle qui lunette. vendait le plus. C'est Two Tone, c'est la Datejust ou Day-Date, non, c'est une Datejust. Hein. C'est une Datejust, ouais. Lunettes cannelées. Ouais. Et ça, j'en ai acheté, je sais pas combien. J'avais la Tutor, machin, des quartiers. C'est Rolex et quartiers en général. Tu as le fond transparent, ce qui est absolument inexistant, ouais. Exactement. Je Je crois crois qu'on a qu'on le a même Rolex, les fournisseur. mecs sont forts quand même. Exactement. Ah, ils sont forts. Hein. Et, En fait, ils réalisent qu'on voudrait ce que Rolex ne fait pas. et Hein. ça avait sonné et tout. Enfin bon, les mecs écoutent. Ouais, j'avais. Bah, écoutez le podcast. Hein. Je vous invite à l'écouter parce que vous verrez que c'est assez sympa. Je raconte ça dans l'épisode et c'est assez marrant. Mais c'était pas tant pour avoir de la vraie ou de la fausse. Et encore une fois, disclaimer, absolument pas l'apologie de la contrefaçon, bien au contraire. Autre époque, autre moment, on faisait ça parce que on était plus jeunes et on voulait voir surtout, voilà, c'était les dimensions, ce que ça pouvait donner. Enfin, comme Ouais. moi non plus, moi dans la famille, personne n'avait de Rolex. Hein. Moi non plus. Personne portait de Rolex, donc non, moi non plus. mon père en a eu une qui s'est fait offrir pour ses 30 ans de boîte. C'était en 90, non, c'était en 91 ou 92, pardon, une 16700, donc une GMT. Tritium, et la première fois que j'ai eu dans les mains, j'ai cru que j'avais le Messi dans les mains, quand j'ai regardé le truc, je l'ai identifié toute la nuit, j'ai regardé et tout ça, et là tu vois effectivement la différence avec les fausses que tu as pu acheter un an avant à New York. Et pour la petite parenthèse aussi, on parlait justement du flux tendu chez les AD, ma mère l'avait acheté, elle avait payé ça 13 000 francs, je crois, 13 ou 14 000 francs en 91, et c'est un truc, elle était allée chez l'AD de Bordeaux, elle avait demandé, sous moins d'une semaine, elle avait eu sa GMT, enfin voilà, pas de souci quoi. Tu voulais une sub ou une GMT, enfin ça n'existait pas l'histoire de stock à l'époque. C'était, tu te pointais, t'avais tout. Ouais. C'est vrai que ça n'existait pas et les prix, même les prix d'occasion sur le marché gris, ça a vraiment augmenté. Moi, quand je voulais acheter une Rolex, c'était 2007, 2000. Alors 2007, quand j'ai acheté la Belle Eros, j'avais pas assez d'argent pour acheter la Rolex. Il y avait les GMT2 céramique, c'était les premières céramiques. 710, ouais. Voilà, en noir, avec la céramique noire, la lunette noire, qu'ils ont sorti de catalogue récemment. Et elle était neuve, elle était dispo bien entendu. Hein. Elle était, je crois, dans les 5 000 €, un truc dans le genre, dans ces eaux-là. Ouais. Dans les 5 000, je sais plus trop. Je l'avais passé au poignet. J'avais été impressionné. Hein. Et bon, c'était pour moi beaucoup trop cher. C'était le vrai problème. Et je me souviens que tu trouvais une Submariner, oui, pour, je sais pas, 3 000 à 4 000 balles. 4 000 tu vois, balles, quand j'ai eu la première 116 710, donc la céramique noire,
j'ai pas accroché personnellement, j'ai gardé 2-3 mois. J'avais acheté, Ah, tu l'as eu, toi, la GMT de ouais, j'ai eu la céramique noire? première en 2008 ou 2009, je sais plus. Ouais, bah, c'est celle que j'avais essayé, ouais, c'est ça. 116 710 céramique noire. C'est J'ai ça. gardé peut-être 6 mois. C'était un Ok. gros collectionneur de Paris, encore un autre, qui m'avait vendu ça. J'avais payé 4200 balles. Euh, Ah et ouais. je, et je l'ai revendu 6 mois après, 4000, mais il a fallu quasiment que je supplie le mec pour l'acheter, quoi. C'est-à-dire, j'avais un acheteur, et le mec m'a dit c'est 4000, pas plus, et j'ai dit ok, enfin, Waouh. c'est fou comme le truc. C'était il y a Ouais, c'était moins cher. À l'époque, c'était moins cher que le 400 neuf. balles, j'avais acheté. Et elle était neuve, hein, boîte papier et tout, hein, full, hein, bien sûr. Incroyable. Quand il faut aller tarot. Et pourquoi t'as pas aimé? Bah, si tu veux, c'était la première génération de céramque. Trop brillant, trop gros? Il y a deux, trois choses que j'aimais pas. Un, c'était les maillons polycentraux. Ouais. Autant sur un jubilé comme ça, même si ça se raye, tu le vois pas, enfin, c'est pas grave. Sur les maillons polis, t'as toujours la boucle qui est en permanence rayée au bout de 3 jours. Et les maillons polycentraux, enfin, ça me plaisait pas, ce côté. C'était un peu féminin? Comment? Un peu féminin, tu trouvais? Un peu précieux, un petit peu comme ça, mais c'est surtout que ça prenait la rayure et je trouvais qu'on avait moins la même luminosité que tu as sur un oyster classique que je trouvais hyper beau. Enfin, Je vois ce que tu veux dire, je ouais. veux dire, t'as une luminosité de la Été au soleil, grosse tout ça, le côté mat, sympa, ouais. dingue. Alors que sur le brillant, tu perds ça, en fait, un petit peu. Et cette lunette céramique, si tu veux, c'est beau, mais je trouvais ça aseptisé, en fait, le truc, tu vois. C'est tellement abouti. C'est un petit peu comme une 911 de maintenant ou une 911 d'avant. Et Dieu sait que je trouve qu'elles sont très belles maintenant. Mais il manque le petit supplément d'âme, tu vois. Et donc, de suite après, je suis allé acheter juste un modèle avant. Je suis allé acheter une 16-710 rectangulaire. Voilà. Donc, les pré-Columbine ou Columbine, je sais plus comment on appelait ça à l'époque. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Celle qui avait en fait le 2 de GMT Master 2 qui faisait un carré. Donc, il s'appelait, il y avait les deux barres comme ça s'appelait rectangular. Et c'est une Mais pas en céramique. Non, qui n'était pas en céramique, juste avant qu'elle change, justement. Juste avant, ouais, juste avant, peut-être Pendant avant 2007. Qui a été produite pendant Non, je crois que c'est 2007. 2007, elle était déjà sortie, la c'est céramique. série M, ouais, ça fait. Et chouette. Mais la 16700, c'est génial. Ouais. 16700 avant la 7710, c'est incroyable. J'adore. 16700, c'est génial. Et tu vois, 16750, je vais essayer de voir si on peut arriver à l'avoir un petit peu. Mais ça, c'est voilà une version. Donc c'est pour moi le meilleur des deux mondes, si tu veux. Parce que tu as, je sais pas si on la voit correct. Ouais, on la voit. T'as les index peints, mais t'as une date rapide. Donc tu te fais pas chier à tourner. T'as une date rapide comme une récente. T'as les index peints, donc t'as le meilleur des deux mondes. Et t'es quand même sur du plexi. T'as la chaleur du plexi malgré tout. Donc t'as vraiment tout ça, quoi. Parce que quand t'as une 1680, c'est-à-dire quand t'as une Submariner ancienne ou une 1675, donc une GMT ancienne avant cette période-là, dans les années 60-70, bah, quand tu prends ta montre, comme toi et moi, et qu'on change régulièrement, et on est le 20 du mois, et que la montre affiche le 3, j'espère que t'es pas en retard au travail, parce que il va falloir que tu tournes les aiguilles, quoi, pour arriver à la bonne date. Donc, alors que si t'as une date rapide, ça va très vite. Et tu préfères les Submariner ou les GMT? Moi, de tout temps, j'ai préféré les GMT. À l'époque, justement, aussi, où c'est marrant parce que, tu vois, les 16700, 16710 en 2005-2010, c'était pas un marché de fou. Les gens, c'était pas très aimé, hein, finalement. C'était un peu comme l'Explo 2 maintenant, si tu veux, tu vois. Ouais. Les montres que les gens achètent, mais ouais, parce que c'est une Rolex, quoi. Tu vois, en gros, c'est ça. Mais bleu-rouge, on se disait noir-rouge, c'est pas très beau, Pepsi, machin. Et maintenant, c'est un truc qui, quand même, a presque supplanté là-dessus. Voilà. Après, la sub, ce que j'en ai, mais ce que je déplore, c'est que c'est vraiment, tout le monde en a, quoi. C'est une très belle montre, c'est très bien fait, j'adore. Mais malheureusement, tu te pointes n'importe où et enfin, tu sais, nous on est sur Bordeaux, ils aiment bien les subs. Hein. T'as des boutiques de vintage, t'as des boutiques de seconde main qui vendent des trucs. Les mecs te disent, si j'avais que des subs à vendre ou des speeds, ben je fais 80% de mon business, un petit peu comme partout. Mais il y a vraiment un côté, j'ai 30, j'ai 40 ans, je me paye ma sub, c'est mon petit marqueur, et je fais mon truc. Et c'est assez vrai ici. On le retrouve énormément sur Bordeaux. Ah d'accord, c'est intéressant. Moi, c'est une ville que je connais pas, Bordeaux, pas encore, mais je compte bien venir. Ouais. Mais d'accord, tu vois beaucoup de gens qui ont un peu réussi, des restaurateurs, des chefs d'entreprise ou peu importe, et qui ont la Submariner, c'est un peu le marqueur social, quoi. Tu le vois un peu partout. Tu sais, moi, j'ai vécu à Paris pendant longtemps aussi, enfin à Lille, à l'étranger, etc. Mais et donc, effectivement, quand tu vas d'autres villes, tu peux encore plus juger là-dessus. Et pour avoir parlé avec beaucoup de commerçants ici, c'est vrai que c'est extrêmement marqué. C'est vraiment la sub, c'est le truc. Voilà, encore une fois, t'as un peu réussi, t'as 30-40, un peu comme partout, mais encore plus ici, je trouve. Sincèrement. Ah, c'est un marqueur social, la montre. Hein. Ça, d'un point de vue sociologique, c'est passionnant
de voir en fonction de la ville, de C'est l'environnement marrant. socio-culturel, professionnel, quelle montre il y a. Et moi, je me souviens, je suis de Paris, mais je me souviens à une époque, je discutais avec des gens, ils me racontaient que dans les beaux quartiers parisiens, à 18 ans, ils se faisaient offrir une Rolex. Les enfants avaient une Rolex dans le 16e, à Bien Neuilly, sûr, bien etc. sûr, 18 ans, il y avait la Rolex, mais bien sûr. le garçon comme la fille, hein. J'ai connu des filles aussi qui, à 18 ans, avaient leur Datejust, hein. Ouais, c'était classique, ouais, non, mais complètement. C'était classique, en fait. Complètement. Et pour Et le avoir père offrait ça, bah, c'était voilà la montre que le père offre à sa fille pour que la fille, bah, marque le coup et ait une montre ou alors la Rolex pour le bac, et cetera. Non, non, il y a des et tu vois, c'est là, moi, quand il j'ai y a des commencé points à assez bosser sur marqués. Paris en 2006, vraiment, je suis resté 10-12 ans sur Paris à travailler, où vraiment là, par contre, tu te rends compte que finalement, en fait, tu t'ouvres à d'autres marques, quoi. Tu commences à t'ouvrir à Gégère, tu commences à t'ouvrir à vraiment pas mal de trucs, à des marques un petit peu plus exclusives. Tu te rends compte qu'il y a tellement de Rolex partout que tu as envie de voir autre chose et tu as envie de t'ouvrir à autre chose, tu as envie de quelque chose avec une complication, tu as envie d'observer une grande date qui bouge, tu as envie d'observer une réserve de marge, tu as envie d'observer un chrono, tu as envie d'observer une phase de lune, mais ce que tu peux pas faire avec une Rolex complètement. Gégère, j'aime beaucoup. J'avais fait une formation Gégère quand je bossais aux Galeries Lafayette. J'avais bossé aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann, là, le Ouais, principal, Coupole. Et j'étais un des managers. Bon, c'était un chef de rayon, quoi, mais ils appelaient ça manager des ventes. Tu devais gérer en fait un secteur. Donc, tu vois, tu gérais les plannings, tu pouvais gérer les équipes de vente. C'était transverse entre les vendeurs galeries et les vendeurs des marques. ouais, d'accord. Donc, c'était un management d'influence. C'était pas inintéressant. C'est pas mal. Et dans ce cadre-là, j'avais pas mal de formations horlogères. Et on avait fait une formation, je me souviendrai toujours, place Vendôme. C'était fou, quoi. Et là, tu découvrais des mondes, c'est passionnant. Et ça m'a encore plus ouvert à l'horlogerie, effectivement, de côtoyer ces marques-là. Et à ce moment-là, tu vois, Rolex, je trouvais que c'était pas intéressant. Et en plus de ça, je pouvais avoir une remise. Je crois que j'avais, à l'époque, en tant que salarié galerie, on avait 10%, je crois, de remise. Ils ont dû enlever ça. Tu avais 10% de remise sur Rolex hors professionnel. Donc, sur toutes les Rolex classiques, des Just, OP, Ouais, c'est pas etc., mal, hein. tu avais 10% parce que je crois ils étaient propriétaires du stock, en fait. Ouais, d'accord. C'était, Ouais, donc, c'était, c'est je crois, ils possédaient, je sais plus trop quoi, ils étaient propriétaires du stock, donc ils pouvaient faire bénéficier les salariés de 10%. Et malgré ça, et malgré le fait qu'en 2014 c'était bien moins cher, bah j'en avais pas acheté, ça me faisait pas rêver plus que ça, quoi. ouais, ouais, tu vois, c'est marrant parce que, de toute façon, encore une fois, moi, j'avais pas ce déclic de, j'ai jamais fait ça pour m'enrichir, en fait. Après, on prenait un billet, tant mieux, si ça augmentait. C'était plus pour avoir de l'argent liquide. C'est-à-dire Hmm. que tu t'achetais une montre, c'était pas vraiment une dépense parce que tu savais que si tu devais investir dans l'IMO ou dans quelque chose d'autre ou un truc, bah, ta Rolex, tu passais une annonce ou même dans ton entourage, au bout de même pas une semaine, c'était parti, quoi, tu vois. Donc, c'était plus dans cet état d'esprit. Alors, quand t'achetais une GGR, une Reverso, bon, fallait un petit peu prendre ton mal en patience et revoir le prix à la baisse, tu vois. C'était pas la même chose. Donc effectivement, c'était plus dans cet esprit-là, mais je me rappelle bien une fois en 2015, donc tu vois, c'est pas si vieux, où j'étais allé à Genève et j'avais été dans la boutique dans la boutique Audemars Piguet et les mecs avaient une 15 400 ou une 15 500, je sais plus, édition boutique, donc cadran bleu, tu vois. Et, euh, et je me pointe avec ma copine de l'époque, on rentre dans la boutique et je dis vous avez pas une édition boutique, ce qui maintenant paraît insensé de trouver ça directement en boutique. Ici, ben, je viens d'en rentrer une, si vous voulez, je peux vous la montrer. En plus, elle est dispo, si vous voulez, vous pouvez la prendre, quoi. Et tu vois, j'ai pas eu le déclic alors que je pouvais la prendre, etc. Elle était en plus, à l'époque, ça valait quoi? 17 500, je crois, 18. Donc, ce qui était une somme, bien sûr, mais ce qui était pas fou par rapport à maintenant. Une 15 400, 15 500 aujourd'hui, alors même s'il y a eu une baisse, c'est entre 70 et 90, on va dire, à mon avis. Je crois qu'on est dans ces eaux-là. Et Hmm. tu vois, à l'époque, j'avais pas eu le déclic du truc parce que on n'avait pas cette notion de rareté de la même façon. Et c'est assez intéressant de voir ça. Après, pas de regret, c'est comme ça. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Mais on se rend compte que ça a quand même effectivement bien changé en assez peu de temps. Tu vois. Et comment tu vois les choses évoluer par rapport à ça parce que je vois que moi, il y a toute une nouvelle génération de gens qui s'intéressent aux montres. Alors peut-être dû au fait qu'il y ait le côté investissement, etc. Donc par opportunisme financier, un peu comme tu as dans les crypto-monnaies, etc. Que tu peux avoir dans l'immobilier, quoique l'immobilier, ce qui plaît pas dans l'immobilier aux jeunes générations, Ouais. c'est que c'est long. C'est que l'IMO, Faut pas ça, dire le ça fait plus. moins rêver les jeunes parce qu'en fait, il y a un côté. Tu vois, moi, par exemple, j'ai mis 10 ans à vivre de mes investissements dans les parkings. Bon, bah, 10 ans, tu dis ça à un gamin de 18 ans, il te raccroche au nez, quoi. Il dit, attends, moi, je Pour faire vais. la parenthèse sur l'IMO, tu vois, c'est que quand tu parles de ça, moi, par rapport à ce que j'ai acheté, ce que j'ai fait en IMO aussi,
Les mecs ne voient que le résultat de ce que tu as fait. Ils voient pas tout le cheminement et le chemin que tu as fait. Ils voient pas les étés ou les moments que tu as fait, les week-ends où tu t'es fait chier à faire de la peinture, du machin, du truc, où tu as fait venir des gens, où tu as des mecs qui t'ont appelé à pas d'heure pour des trucs. Enfin, toutes ces choses-là, il les voit pas. Il voit juste, il a fait ça lui rapporte ça, et maintenant il a cette liberté financière par rapport à ce genre de choses. C'est un petit peu la même chose. On peut retrouver ça pour les montres. Après, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est qu'il y a quand même une génération. On le voit pas mal ici, on le voit pas mal nationalement en général. Et dans les followers, moi, que je peux avoir sur Insta et sur le podcast, génération 25-35 ans, qui s'intéresse vachement. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'ils s'intéressent vraiment pour la montre réellement. C'est-à-dire pour le design de la montre, pour le mouvement, qui s'intéresse à ça, les micro-brands, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais, c'est bien ça. Et c'est top, quoi. C'est-à-dire que Ça bouge, ouais. que s'intéressent à ça sans arrière-pensée, si tu veux. Vraiment parce que ça leur plaît. Et il y a un réel intérêt. Donc ça, je trouve ça cool. Il y a vraiment une espèce de fraîcheur, je trouve, qui s'est mise là-dessus depuis quelques années. Ouais. Et ce que tu avais dit, tu vois, la première fois que j'ai écouté tu avais fait sous forme de podcast au début, quand tu avais fait ton numéro 0, je crois, un truc comme ça. J'avais écouté cet été. Et c'est la première fois que j'avais écouté un contenu que tu pouvais proposer. Et j'avais trouvé ça cool que tu dis justement, ouais, je dépoussière tout ça. C'est-à-dire le côté où moi j'avais le sentiment quand j'étais gamin ou même quand j'avais jusqu'à 30 piges, tu te pointais dans une boutique horlogère, t'as l'impression il pouvait se passer n'importe quoi dehors, dedans ça changeait pas en fait, c'était immuable, il se passait rien. Alors que maintenant, une espèce de tourbillon de nouveautés, ça n'arrête pas. Enfin, il suffit d'ouvrir un compte Insta ou un truc, ça va dans tous les sens, mais dans le bon sens. Tu vois, la Joupéré qui a sorti son nouveau mouvement, qui vont faire en collaboration. Tu vois ce que fait Yema malgré tout, c'est pas mal ce qu'ils font. C'est top quoi. T'as tout un tas de marques comme ça. Furlan Marie, des mecs. Enfin voilà, on n'aime pas encore une fois. Mais je suis d'accord. Vraiment... On est des vieux ringards, nous avec nos Rolex, on est des vieux ringards. Hein. Tu vois, disons que les Rolex sont tellement pour cette génération-là et en partie, je pense que il y en a pas mal qui ont lâché parce que ça devient inaccessible. Enfin, si tu veux une Rolex qui te plaît aujourd'hui, c'est au moins un ticket de 10 000. Si tu veux, enfin ça pique un peu quand même malgré tout. Ouais, ils ont lâché. Je pense que je suis d'accord avec toi. Ils ont alors ceux qui performent bien, qui marchent bien, qui ont un peu d'argent, qui ont des business qui marchent. Oui, ça les intéresse, mais c'est vrai que tous ceux qui s'intéressent à l'horloge et qui ont des budgets raisonnables, ils ont lâché. Et je peux comprendre après. Hein. Et Tudor Rolex a été extrêmement malin de sortir tout ce qu'ils ont sorti depuis 5 ans. Ah oui, Tudor, c'est très très dynamique. C'est fort quoi. J'ai jamais acheté Tudor, mais j'en ai testé sur la chaîne des Black Bay, Black Bay 58 cadran bleu là que j'allais tester dans le sud de la France cet été avec Alexandre. Ah, j'avais vu ton truc. Que je salue et franchement c'était très très joli montre, tu vois, qui a rien à envier à des Submariner, qui est même plus fine, qui fait un peu penser au vintage parce que t'as pas la céramique. Qui est un peu un effet mat sur la lunette, magnifique. Et tu sais, moi, pourtant j'ai quelques pièces, mais bien souvent si je sors ou si j'ai besoin d'aller en ville ou si j'ai besoin d'aller faire quelque chose un peu, voilà, je prends une Tudor bien souvent parce que ou équivalent si tu veux, ou une ZRC ou un truc à en gros 2-3 000, c'est plus discret, ça fait le job, c'est tout le watch. Quand tu reprends la BB58 ou la BB Pro par exemple, tu as dû brosser partout. T'as pas la lunette céramique, encore une fois. T'as des petites touches vintage qui sont plutôt sympas. T'as un mouvement de manuf. Enfin, les mecs ont été très malins. C'est un petit peu leur cabinet de curiosité de Rolex. Tout Rolex, ils l'expérimentent chez Tudor. Ils voient si ça marche ou pas. Et puis ça marche à chaque fois, quoi. Enfin, les mecs sont super malins. Non, c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est plus discret parce que porter des montres hors de prix, tu vois, des montres en or, etc., c'est compliqué, hein, je trouve. Moi, j'ai passé le stade de... Enfin, je suis pas comme un vieux con, tu vois, mais j'ai passé le stade de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, plus jeune, même si c'était pour la passion des montres, t'as une espèce de fierté quand tu portes à tel âge, tel type de montre, etc. Mais tu vois, pour la petite histoire, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours été très discret là-dessus. La fameuse Breitling dont je parle dans l'épisode dont je te parle, j'ai acheté à 15 ans. Dans mon entourage, quand j'avais des amis ou des gens qui me demandaient, je disais que c'était une fausse, tu vois. Ça, c'est intéressant, ça. Incroyable, incroyable. J'ai bossé, mais comme un fou pour me payer cette montre. Je suis allé me incroyable. 5500 balles, donc ça fait l'équivalent de 1 000 euros, en gros. Donc, ce qui, si tu rapportes à maintenant, fait beaucoup plus, fait 2-3 000 euros de maintenant. 15 ans, faut dans le contexte. Je peux dire que, et je t'ai fait, attention, c'est pas papa, maman qui me l'ont payé, hein. Et donc, je me suis payé ça. Et à chaque fois, on me dit, putain, t'as une Breitling et tout. Ça se voyait quand même, enfin, si tu veux.
Et je disais, non, mais c'est une fausse. Et les mecs, pendant longtemps, des potes ont cru que c'était une fausse, si tu veux. Et parce que t'étais pas à l'aise, en fait, par rapport à ça, Ouais, ou c'était j'avais quoi pas le envie problème? d'être étiqueté de quelqu'un qui s'était fait payer quelque chose. Ça paraît tellement surréaliste. Enfin, je veux dire, maintenant, on peut le croire si tu veux. Mais remets-toi dans un contexte où t'as 15-20 piges et tu racontes que Ah tu t'es payé un oui! truc à 2000 balles, enfin, l'équivalent de 2000 balles aujourd'hui. Tu dis, ouais, j'ai taffé. On dit, ouais, non, mais bien sûr, ouais, t'as taffé, super. T'as été demandé à papa, maman, quoi. C'est tout ce que t'as fait. Alors, c'était pas du tout Ouais. ça. Je voulais pas avoir cette étiquette-là. Et donc, et puis, je voulais pas qu'on pense que c'était pour me la péter, si tu veux. C'était vraiment extrêmement discret. Et à l'époque, j'avais déjà des jolies pièces et voilà, c'était toujours super discret, quoi. C'était pas le but Mmh. de montrer. C'était pas Mmh. show off. Mmh. Non, non, je comprends. Bah, après, on s'en fout avec l'âge, tu as 44 balais maintenant, donc tu plus de compte à rendre à personne, tu Maintenant, je fais m'en ta vie. Moi, fous. c'est pareil. Voilà, on fait des métiers, des trucs où maintenant, c'est pareil, on n'a plus besoin d'être enfin, sur la pandémie a fait qu'on a même plus besoin d'être en costard, en machin, en truc. Enfin, c'est fini, Ah, moi, quoi. je suis plus en costard et je suis très content. J'étais en Trop costard bien, longtemps. trop bien. Bah, j'ai pas non plus fait trop de métiers, tu vois, où je devais être en Non, mais costume, ça mais va j'ai bossé jusque-là, un mais peu même dans le le jour conseil de à un fil et moment, tout, tu vois. Enfin, moi, je chantais mais je typiquement. m'en fous. Je suis plus en costard. Maintenant, tu vois, je mets des sweatshirts comme à New York Pareil. en 95, avec marqué Jordan Breakfast Club, tu vois, ça me donne de Ouais, l'inspiration, tu vois, et je m'en fous complètement. ouais, Je peux acheter n'importe quelle montre, et mais après, bon, c'est le cheminement. Je suis un peu plus jeune que toi, j'ai 36 ans, mais bon, j'ai quand même vécu un peu, et je suis plus salarié d'une boîte, etc. Mais tu vois, je me souviens quelques années auparavant, quand je ramenais une Rolex à la pareil, machine à café, ouais, j'en ai parlé ouais. sur Instagram, ça, mais c'était. Alors, tu sais, en plus, moi, j'étais commercial, et commercial, avec beaucoup de pression, grosse atteinte de chiffre d'affaires, vraiment à l'ancienne, tu vois? Avec le tableau Velleda dans l'angle, avec les chiffres de Ouais. chacun, et cetera. J'ai connu ça, moi. Le chiffre, le Beaucoup lundi, le chiffre, et cetera. beaucoup de lundis, des réunions, le nœud de cravate devait être bien fait, beaucoup de pression, des périodes d'essai à rallonge et tout. J'ai connu ça vraiment, et ça m'a beaucoup servi, hein, au demeurant, et je me souviens que, quand j'avais ramené, bah, tu vois, une Explorer, machin, une Rolex, putain, si j'étais pas le meilleur vendeur, j'étais pas légitime, quoi. J'étais pas légitime de porter une montre de luxe si j'étais pas le meilleur vendeur, et même si j'étais le meilleur vendeur, j'avais une plus belle montre que le patron, donc du coup, ça jasait, et en fait, ça n'allait jamais. Je viens de te dire, c'était Ça encore n'allait pire. jamais. C'est-à-dire que si tu avais une belle montre C'était encore et que pire. tu avais un mauvais chiffre, c'est que tu vendais C'était belle, quoi. encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, Ça avait un côté arrogant, tu vois? Il y avait un côté vraiment: «Je vous emmerde, c'est arrogant», c'était tellement mal vu. Mais moi, ça me faisait marrer, en ah ouais, fait. moi, c'est Tu vois? Mais je ouais, suis un peu provocateur, tu vois? Moi, qu'est-ce que ça m'excitait, ce côté-là, je me disais: «Tu vois, je m'en fous, il y a rien à reprouver et tout», et c'est spécial, hein? C'est je retrouve ça, très ouais, puis spécial. surtout, encore une fois, on revient toujours au même truc, mais surtout la Rolex qui est vraiment le marqueur social, Ah oui, là, c'est le cliché total, le hein. truc, voilà. Enfin, et quand tu as C'est envie de comme passer à d'arriver autre en chose, tu Porsche passes au sur d'autres bureau. marques et effectivement. Mais même si, encore une fois, j'adore cette marque-là, encore une fois, j'en porte une aujourd'hui et j'adore. Mais il y a eu pas mal de périodes où ça a un peu écorné le truc. Enfin, l'époque Sarkozy aussi, où qui portait ça, qui portait sa Daytona avec deux Mais mailles en c'est dessous. triste quand même d'être dans un pays, moi je trouve, tu vois? Moi j'aime beaucoup la France, je suis français, et cetera, mais c'est quand même triste d'être dans un pays où un président porte une Rolex, sachant Pose que un problème. Coluche en avait. On l'a jamais emmerdé, Coluche, il avait des Bien Rolex. sûr, On n'a jamais reproché à Coluche bien de sûr. porter une Rolex. On n'a jamais reproché à Belmondo, de porter une Rolex. On n'a jamais reproché à C'est vrai, qui que ce soit de porter une Rolex, et dès que tu avais un président qui avait une Rolex, tout de suite c'était, le fric, le yacht de Bolloré, et c'est cetera. ça. Je trouve ça un peu, bon, après bon, c'est un débat Après, sans lui, fin. c'était un peu une association de pas mal de choses, si tu veux. Ouais, C'était une somme de maladresses qui ont fait que. je pense. Bon, après, il y a eu d'autres présidents qui avaient la montre à l'envers sur le scooter, en allant découcher. Bon, il y a eu, je sais pas ce qui est le mieux, tu vois, dans la hiérarchie, du truc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour clore ce sujet, effectivement, la montre, c'est un marqueur social. Certaines marques le sont plus que d'autres. Mais tu sais, c'est la même chose que pour avoir discuté avec des anciens directeurs commerciaux. Ils me disaient: «Bah, moi, j'adorais les bagnoles, j'avais une Porsche, mais quand j'allais à mon usine, je me prenais pas la Porsche. Je prenais une bagnole lambda parce que, ça va jaser, et cetera». Donc, pour vivre heureux, C'est vrai. vivons cachés, c'est un mot qui est assez français quand même, hein. C'est très, très vrai. Et moi, j'ai été dirco longtemps dans des boîtes. Bah, tu t'es super discret sur ce que tu fais, sur ce que tu possèdes. Sur les montres, tu as tendance plutôt à cacher aussi, hein. Effectivement, surtout quand tu sortais, encore quand tu sortais des Zénith, des machins, les mecs savent pas ce que c'est, donc ça passe. Mais si tu sortais de la Rolex, ou même de la Speed, des trucs comme ça, tout de suite c'était différent, c'était étiqueté différemment. La bagnole que tu pouvais avoir, et tu le vois même dans les cars policiers, tu sais, dans certaines boîtes,
si t'avais une caisse un petit peu mieux que machin, enfin, mais ça posait des problèmes de dingue. Oh là 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 là, Non, mais, j'ai vécu ça. mais moi aussi, mais c'est un truc de fou. Ah là là, Une je veux 508, pas le trop. mec avait une 308, mais attends, Oh, mais... mais attends, j'ai vécu ça, mais il y a pas si longtemps que ça. Ah, bon, rapidement, tu vois, je me souviendrai toujours. Je suis rentré dans une boîte, je vais pas la citer. Je suis rentré dans une boîte en tant que On dit commercial. salut. Je suis rentré, je les salue. Hein, certains lisent mon bouquin, sont abonnés à ma chaîne YouTube, Tocante. Je suis rentré avec une Audi A3. Ouais. D'accord, en tant que commercial. Je performais pas au début en tant que commercial parce que nouveau business, nouveau secteur, je devais adresser les particuliers, c'était hyper dur. Et les commerciaux qui avaient une Golf Ah, c'était fou. et qui performaient sont allés se plaindre à la Ah, oui, direction oui. Alors en que... disant lui là, le Lacharme, l'Alexandre Lacharme, il a une A3, regarde, il vend moins que Et moi. si ça se trouve, ton A3 était moins bien équipé que sa Golf. Mais bien entendu, mais psychologiquement, tu vois, ça faisait tilt entre Audi et Ouais, Volkswagen, ils ont fait tilt. Et figure-toi que ils sont arrivés jusqu'à changer ma voiture au moment du renouvellement du contrat de location. Ils m'ont filé une Golf. c'est ça. Ben voilà. Donc c'était un petit taquet en disant bon bah t'es bien gentil Coco, mais Si on te fait un petit clin d'œil. sympa, mais... Et à ce moment-là, j'ai jamais vendu autant. Donc là, d'un coup, mes chiffres ils ont explosé. Ils ont fait comme ça les chiffres, alors que j'avais une bagnole moins bien. Et puis après, j'ai dit les gars, c'est l'effet Golf, ça. j'ai plus besoin de vous, je m'en vais. Je suis parti en bon terme, etc. Mais j'ai quitté l'entreprise. Ouais. Mais je me suis dit, waouh, la mentalité bas de gamme, oh, le niveau. En fait, j'ai trouvé ça triste, quoi. Et c'est un peu le même principe que tu disais pour les montres, c'est que moi, après, c'est mon éducation, j'ai pas été élevé dans cette espèce de jalousie, mais moi, j'ai un patron, je démarre dans une boîte en tant que commercial ou peu importe le boulot, on s'en fout. J'ai un patron qui a une belle montre et tout. Tu vois, je vais être admiratif, je vais me dire, waouh, mais comment il a fait? Tu vois, il va m'inspirer, je vais essayer de m'inspirer de son Mais expérience, moi, tu vois, c'est fou. le temps où j'ai été DIRCO et pendant un certain nombre d'années, moi, mon plus grand plaisir, c'était que mes commerciaux gagnent plus que moi, en fait. Ouais, mais c'est pas, Naturellement. Naturellement. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, if you give peanuts, you get monkeys. Hein. Donc, si tu veux des gens corrects, il faut les payer, clairement. Et moi, enfin, dans des jobs commerciaux, et c'est ce que je fais aussi quand je fais dans ma boîte justement de conseil, j'explique aux mecs, si vous voulez des gens de haut niveau, il va falloir les payer. Attention. Alors maintenant, les mecs le comprennent plus parce que tu vois que t'as pas mal de gens, tu sais, la grande démission, des gens qui se sont barrés, qui veulent plus, qui veulent changer de vie. Enfin, tout le monde y va un peu de son délire hein, là-dessus. Certains reviennent parce que c'est bien, mais il faut avoir un plan quand même. C'est pas juste se barrer. Et donc des mecs qui s'en vont et qui demandent maintenant, qui sont talentueux, qui demandent des chiffres, enfin, des salaires plus élevés. Mais à l'époque, il y a encore même 2 ans, quand j'allais voir des boîtes et que je disais par contre, si tu veux un commercial qui performe, faut lui donner au moins un package de temps à l'année et tout ça. Et je disais, mais attends, en face, regarde ce qu'il y a aussi en chiffres, quoi. Les mecs disaient, non, mais moi, je suis incapable de payer tant à ce mec-là, c'est pas possible. Je dis, mais attends, mais regarde le chiffre derrière. C'est un ratio qui est important. Il y a des gens C'est qui sont culturel aussi. contents. Hein. Bah, C'est comme ça. après, il y a le côté, bon, et après, il y a les charges, etc. en France qui sont très dures. Mais Bien sûr. moi, j'ai un copain, tu vois, un très très bon ami que je suis en train d'initier aux montres d'ailleurs. Il a commencé comme moi, vraiment au bas de l'échelle commerciale, tu vois, en alternance, enfin, on gagne que dalle. Aujourd'hui, il est à Londres, il cartonne. Ouais. Tu vois, il est payé une blinde. Mais il me dit, Alex, je peux pas revenir en France, on peut pas me payer. Je peux pas revenir. Il y a un plafond, effectivement, en France, qui est un peu moins vrai. Alors sur Paris, tu peux trouver encore des trucs un petit peu sympas, mais province, c'est même pas la peine. Enfin, tu dépasses pas un certain plafond, c'est évident. Quoi. Ah, dans ta région, à Bordeaux, par exemple, c'est c'est plus Ouais, compliqué les salaires? Bordeaux ou ailleurs hein, d'ailleurs, hein, mais je veux dire, si tu sors du rayon de 1 heure et demie autour de Paris, on va dire, sur Paris IDF plus Lille, etc., tu sors ça, tu as quand même des salaires qui sont, tu peux pas arriver, enfin, des commerciaux à Bordeaux qui gagnent plus de 80K brut annuel, ça, c'est rare quand même, si tu veux. C'est très rare. Très, 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 très rare. Ou vraiment le mec, il est skilled, il est vraiment, c'est la perle du truc, mais sinon, c'est très rare. Paris, des mecs qui gagnent 80, 120 en commercial, Non, t'en as quand même. Hein. c'est très très compliqué. Mais en tout cas, tu peux en avoir. Bordeaux ou les autres villes, c'est même pas la peine d'y penser. Si tu veux. Déjà, quand tu dépasses les 50, pour beaucoup, c'est quand même fou, quoi, tu vois. C'est quand même fou. Alors que c'est les mecs, enfin, je veux dire, c'est de la,
C'est la force de la boîte, c'est quand même ça au départ, quand même, si tu veux. Mais c'est pas valorisé le commercial en France. On oppose beaucoup les ingénieurs et les commerciaux. C'est pas valorisé. Tu vois, commercial, moi je me souviens, c'était comme l'alternance. Moi quand j'ai commencé commercial, bon en 2010, tu vois, j'ai commencé en 2010, 2011. Mais commercial, alors j'ai un master 2, tu vois, j'ai fait 5 ans d'études, bac littéraire, 5 ans d'études, etc. Donc, mais commercial, c'était, mais pourquoi tu veux être commercial? Enfin, tu vois, il y avait un côté très bas de gamme, Yes. très cheap. Ouais, Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, je suis content parce qu'avec tout l'avènement des, tu vois, des startups, des nouveaux business, etc. Sales, c'est quelque chose d'assez ouais, prestigieux et on sait que c'est dur, tu vois, il faut y aller, il faut se lever de bonne heure, quoi. Mais à l'époque, il y a 10, 15 ans en arrière, c'était quand même, c'était la voie de garage bis quand même, la vente, hein. mm. Donc, mais voilà, bon, en tout cas, tous les parcours sont intéressants et portez vos montres si vous avez des montres, C'est ça. portez-les en entreprise. Vivez pour vous et pas dans l'œil de l'autre, Comme ce que pas dans le j'expliquais dans le regard de truc, l'autre. enfin, c'est vraiment porter ce que vous aimez, encore une fois. La bonne collection, c'est celle qui te ressemble. Enfin, je dis à chaque fois, parlez-moi des modèles qui vous plaisent, qui vous font vibrer. Et tu vois, moi, pour revenir là-dessus, les modèles qui me font vibrer, où je me fais plaisir maintenant, c'est pas forcément les plus chers, loin de là, en fait. Mais vraiment, quoi. Qu'est-ce qui t'anime là? Quel conseil tu donnerais par exemple à un petit jeune qui veut découvrir des marques, tu vois, qui a envie de découvrir quelque chose de sympa, tu lui dirais Moi, je pense d'aller que voir quoi? à mon avis, une des premières choses à faire, ce qu'on a mis du temps à faire, nous, à l'époque, et moi, ce que j'ai mis du temps à faire, mais c'est venu naturellement, c'est arriver à savoir les diamètres qui te vont bien, finalement. Parce que tu te rends compte Waouh, très rapidement super. qu'il y a des formes de boîte ou des diamètres qui te vont pas, en fait. Tu vois. Moi, je porte une Panerai, c'est pas beau sur moi. C'est bulky, tu vois, c'est lourd le truc, c'est pas joli. Euh, C'est-à-dire, faut porter des choses qui vous plaisent et au fur et à mesure affiner tel type de forme de boîte. Tu vois, tu montrais ta Bell Rose tout à l'heure. Je trouve qu'elle a une forme de boîte qui est très belle et une taille qui est très belle, par exemple, tu vois. Donc moi, j'ai déjà acheté des montres comme ça, pas forcément parce que j'étais sur cette marque-là, mais parce que je trouvais qu'ils avaient vraiment, ils ont à une époque, il y a une petite dizaine d'années, trouvé un créneau là-dessus, je trouve, de faire des jolis cadrans, des belles boîtes assez fines, des jolis bracelets, des belles boucles, etc. Mais le premier conseil, à mon avis, c'est vraiment de savoir le diamètre qui vous va selon votre poignet. Après, comment essayer surtout. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'acheter uniquement. Alors c'est bien d'acheter sur Kickstarter, etc. Des trucs. Moi je l'ai fait sur la Bianchi par exemple, etc. Très bien. Parce que je sais ce que je peux porter, je connais les formes de boîte. Mais déjà aller dans les bijouteries, n'hésitez pas à pousser les portes. Et il y a beaucoup de gens, moi je connais, qui me disent, t'es super à l'aise quand tu vas dans les bijouteries, etc. Moi c'est le fait de sonner, le sas, le machin, etc. Mais je dis, essaye, faites-vous plaisir. Et tu vois, je trouvais qu'il y avait et ça donne en plus envie de pousser ses objectifs perso. Je sais pas si tu connais Cédric Anissette, tu vois qui c'est, sur Bien l'indépendance sûr. financière, et il te dit, si tu as un objectif et que tu as envie de le pousser, va essayer quelque chose, une voiture qui te plaît, une montre, etc., en te disant, voilà, je me donne un objectif de temps et je vais l'avoir un jour et je vais me donner les moyens d'y arriver. C'est quelque chose qui peut être aussi, tu vois, qui peut changer l'état d'esprit, carrément. Donc lui, quand il avait rien, il allait dans telle boutique ou chez tel conseil, il s'est installé au volant à l'époque, c'était de la Ventador, tu vois, la Lambo, il dit, oui, carrément, quoi. Il est allé, mais il faut y aller, quoi, tu vois. Mais il Et a comme si raison. c'était un client normal, alors qu'il était absolument incapable de se la payer à l'époque, tu vois. Et il faut pas, enfin, c'est pas parce qu'on a 20, 25 piges, enfin, la donne a complètement changé là-dessus. Et tu le vois d'ailleurs dans les boîtes aujourd'hui, bah, les cerveaux et les personnes qui peuvent apporter de la valeur dans les boîtes, c'est les mecs de 20, 25 piges en fait, tu vois. C'est ça qui a complètement changé. T'as beaucoup de mecs qui sont pas au fait de tout ça. Et donc aujourd'hui, si tu rentres dans une bijouterie, que t'as 20 piges et que le mec te calcule pas, mais il va pas acheter là, c'est que la boutique est pas pour toi en fait. Et c'est juste ça. Que la marque est pas pour toi, ou en tout cas cette boutique. Mais il faut rentrer, il faut essayer les modèles, faut pas hésiter à se prendre des petits wrist shots, c'est-à-dire des photos de la montre aussi, voir ce que ça peut donner, le poids, enfin, il y a tout un tas de choses. Le budget évidemment après, mais et surtout pas garder le viseur en permanence sur la rentabilité, sur la spéculation, Mmh. parce que on vous montre tout le temps des gens sur Insta qui disent j'ai acheté ça, ça a monté, ça a baissé, ça a fait tant, j'ai fait tant. Enfin, ça c'est pas de Ah mais l'horlogerie, ça. ça, je te rejoins, mais à 1000. Alors là, Edouard, là, c'est du petit lait pour moi. Tokan, tu es sur TikTok maintenant et je reçois des messages régulièrement, des gens me disant, dès que je poste une montre, combien ça coûte, combien elle vaut, et cetera. Des gens qui ont 18 ans, en disant mais les amis, il faut une montre qui vous plaise. Si vous voulez investir, investissez dans l'immobilier. Je veux dire,
Ça, c'est mon point de vue, mais si vous voulez vraiment faire de l'argent, il y a d'autres manières de faire de l'argent qu'en achetant des montres. Vous allez immobiliser la trésorerie sur une montre que finalement vous allez aimer, vous allez la porter, vous n'allez pas la revendre. Vous allez vous dire: «Tiens, je vais mettre tant dans cette montre, je vais la garder, je vais pas la revendre». Donc si vous voulez vraiment faire du business, bah, faites du business en dehors de l'horlogerie, achetez de l'immobilier ou autre, hein, après c'est en fonction et portez des montres qui vous plaisent et peu importe si c'est une IWC, si c'est une, Charlie Paris, Emma, Tartampion ou ce que tu veux, enfin peu Ça importe, me fait mais penser à ton IVC. C'est une marque 17 que tu as, non? ouais, c'est une marque 17, tu vois? Regarde, Ouais, j'ai pris la boîte à côté de moi. ouais, elle est très cool. Très C'est une marque 17 avec ma petite lumière, je vais vous la montrer parce que c'est vrai que je suis un peu dans ouais, elle est vraiment sympa. c'est une marque 17, ouais, c'est une marque 17. 41 ça, je crois. Pourquoi Siri s'est mis en route? C'est une marque 17, 41 millimètres, je crois, assez fine, Ouais, c'est très joli. magnifique, le bracelet cuir, tu vois? Avec 2 tailles Même elle est différentes belle, qui la boucle un petit peu. ah, j'ai adoré. Cette montre-là, je bossais encore aux galeries à l'époque, je l'ai vue en et tu sais, j'étais sur le terrain, sur le floor, quoi et tous les jours, je passe devant avec mon costard noir, tout ça, mon badge, machin et je passe devant. Puis il y avait un spot de malade qui était tellement bien le spot. Il arrivait de je sais pas où, à combien de mètres, et pile, il tombait sur la marque 17. Ça faisait exploser les couleurs du Là, truc. tu as un cadran qui explose de toute façon avec les. Oh là 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 là, mais tu voyais Tu le avais mal à la tête cadran. tous les jours, quoi. Mais tous les jours, Edouard, tous les jours, je passais devant cette vitrine qui était astiquée par les vendeuses asiatiques astiquaient Je ça. connais bien ce tourneur-là, je connais bien. Ouais. C'était incroyable et je voyais la lumière là, avec le cuir, le magnifique, Super. cuir, croco, très beau, très épais, joli, tu vois? Viril et tout et je me dis: «Ouah, mais cette montre-là», elle devait 4003 ou 4006, je sais plus et je voyais cette montre, je me dis: «Mais un jour, elle me la faut à mon poignet, quoi» et puis à un moment, je me dis: «Bah, allez, toc, 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 on va Ça discuter reste avec la bien. vendeuse, quoi» Ouais. et j'ai discuté avec elle, on s'est bien entendu et cetera mais Moi, j'avais tripé sur la marque 16 déjà, que je trouvais très très belle, juste avant, qui a la date en ouais, fait. Parce que toi, tu as un guichet de date qui permet de voir 3 dates, en fait, si je dis pas de conneries, ouais et puis avec un petit triangle rouge. qui apporte beaucoup, ouais, c'est vrai. Waouh! Ouais. Ça la rend moins. Qu'ils ont enlevé après je crois que sur la 18, il y est plus. Et tu avais un truc rouge comme ça sur la Big Pilote, si je dis pas de conneries. Possible, ouais. La Big Pilot, j'aimais beaucoup aussi, mais un peu plus C'était la, grosse, les plus la chères Big surtout. Pilote, c'était le gros truc, ça valait une fortune à l'époque. Bon, maintenant, je pense que tu peux te la garder, par contre, quand tu as une Big Pilote, je crois que. Ouais, c'était trop cher pour moi. C'était trop cher, en fait, tout simplement. J'avais acheté une portugaise aussi. 7 jours de réserve de marche. Ah oui, donc oui, une belle portugaise, pas une portugaise de base. Non, la 7 jours de réserve de marche, Ouais, qui valait 12 000 balles, je crois. c'était joli. Je l'avais bien acheté, hein. On va pas en dire plus, Cadran mais est je l'avais bien acheté. dinguissime sur les portugaises en plus. Oh là 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 là. Elle existait en cadran noir ou Ouais, c'est cadran joli. blanc. Laqué noir. J'avais pris le noir. Ouais, elle était J'avais pris le noir. incroyable. Incroyable. Cette montre-là, Par incroyable. contre, ça pète au poignet, tu vois que ça. Hein. C'est un truc de. Ah, tu vois que ça, ouais. Je l'ai pas gardé très longtemps, mais tu vois que ça, ouais. C'est une très Vraiment, très très mais belle montre. Ah, mais là, tu as la petite alternance chanfrein. Je crois que celle-ci a des chanfreins aussi avec brossé. Enfin, c'est très très bien fait. Franchement, ouais, ouais. Vraiment, IWC sont alors les mouvements, ils sont pas forcément top, hein. C'est des mouvements ETA la on le sait, plupart du temps, je crois. on le sait. Assez génériques mais ce que j'aime bien chez IWC, effectivement, c'est, bah, je trouve que les cuirs sont assez jolis, les boîtiers sont bien faits, il y a pas mal de brossés, ça a de la gueule. Quand on aime bien, voilà, la moto et cetera, je trouve que c'est des montres qui ont pas mal de personnalité, et puis ça il y a une histoire aussi. Bon, c'est une marque assez récente, hein, IWC, hein. Je crois que ça date de 93, un truc comme ça, hein. Ouais, ouais, enfin, c'est assez récent et surtout, Beaucoup de storytelling, hein. ils ont une réputation qui était assez. À cause des mouvements, c'est-à-dire que avec le Un gros 77-50 dans la storytelling, hein. portugaise, avec celle suisse, c'est un 28-90, si je dis pas de bêtises, ou 28-92. Mais à la limite, so what, quoi. Enfin, c'est des montres à. Oui, oui, oui. C'est pas grave, en fait. Enfin, C'est pas grave. Ah en oui, plus, oui, c'est oui. le high grade, c'est les meilleures finitions de ce mouvement-là. C'est les meilleurs grades. Voilà, enfin, ça reste. Et encore une fois, voilà, portez ce que vous aimez, arrêtez de. Parce que machin a dit ça. Les réseaux ont quand même pas mal, ont quand même pas mal changé la donne là-dessus. Mais dans un bon sens aussi. De toute façon, c'est jamais noir ou blanc. Et ça fait que, encore une fois, tu as des petites marques qui sont en train de. Voilà, on parlait tout à l'heure, je te disais, de Furlan Marie, c'est quand même fou ce que le mec a fait avec cette marque-là. C'est assez dingue. Tu as tout un tas de micro-brands qui sont sortis comme ça, qui évoluent très vite. Enfin, Baltic, par exemple. En 6 ans, je crois, ça fait 6 ans que ça existe, ou 7 ans, je sais plus. On avait un des gars qui était venu à une soirée il y a 5 ou 6 ans quand il avait lancé la marque sur Bordeaux.
très sympa. Et enfin, c'est l'Aquascaf ou des trucs comme ça, cadran bleu, c'est quand même super beau. Ouais, j'ai vu ça, on a testé ça en vidéo. Et comme tu disais tout à l'heure, tu dis un petit jeune qui veut démarrer et tout, ça c'est des pièces, enfin, tu perds pas d'argent, parce que tu la vendras le prix que tu l'as acheté en occasion, il y a aucun problème. C'est bien fini, ça marche bien. T'as des reflets de cadran de dingue. Enfin voilà, c'est la vie est belle, quoi. T'as un truc qui est cool et tu peux commencer, tu gardes ça 6 mois, un an, tu revends le prix que t'as acheté. C'est déjà bien, hein. Mais c'est fou comme une montre, tu vois, qu'est-ce que ça évoque chez les gens, en fait? On n'a pas besoin d'une montre aujourd'hui, tu vois? Tu as ton Ah ouais, téléphone, tu non, regardes l'heure c'est évident. C'est et évident. Et je pense que sur les 300 fois où je regarde ma montre tous les jours, enfin j'exagère, mais je sais pas combien, euh, le nombre de fois où tu la regardes pour regarder l'heure, c'est quoi? C'est 2%, quoi. Quand t'es en bagnole et que tu conduis et que tu regardes l'inclinaison, comment ça fait avec la boîte, le machin, et que t'as qu'une envie, c'est de faire une photo. Et en fait, tu t'en fous de l'heure, quoi. Donc même t'en es arrivé à un stade, je sais pas si ça vous l'a fait, les amis, c'est tu dis putain, quand les aiguilles donnent cette heure-là, elle est vachement plus belle quand même. Tu sais, quand par exemple t'as des montres, quand ça donne 9h30, c'est hyper beau. Pas forcément le 10h10, tu vois. T'as des montres, quand ça donne telle ou telle heure, le cadran est plus harmonieux finalement. Quand on arrive là, c'est que t'es bien atteint en général. Il faut... non, tout à fait. C'est quoi les next steps pour toi, pour ton podcast, vers où tu veux emmener les gens? Alors moi, mon point avant de te laisser répondre, mon point de vue, c'est que tu veux leur raconter des histoires, Hum. tu veux leur faire découvrir des manufactures, des montres. Tu es un peu le compteur horloger, tu vois? Moi, j'ai l'impression d'être au coin du C'est feu. pas mal ça. J'ai l'impression d'être au coin du feu, tu sais, avec un tipi et tu vas conter des histoires. Et c'est des histoires horlogères et tout le monde va t'écouter. Tu sais, c'est un peu comme le vieux sage en Afrique qui est là au milieu du village et tu racontes une histoire et ça j'avais jamais vu dans l'horlogerie. Si tu veux, ce que je voulais faire, c'est déjà, je voulais pas faire un bis repetita de ce qui existe déjà. Il y a des gens qui font des choses très bien, comme toi, comme Clément, comme plein d'autres gens. Le but, c'est pas de refaire ce qui existe déjà. Euh, et puis j'aime bien le petit côté storytelling qui m'intéresse bien. Donc c'est les histoires de marques, de modèles, parce que je trouve que bien souvent, quand on est collectionneur, il y a plein d'histoires qu'on connaît pas. Et même quand on est collectionneur, on se dit tiens, je connais ce modèle, mais finalement je sais pas grand chose de ce modèle. Je sais ce qu'on veut bien me dire, mais je connais deux trois petits highlights, mais je sais pas grand chose. Donc aller plus loin là-dessus. Ce que je trouve intéressant aussi, si tu veux, c'est pas de s'arrêter juste là, c'est aussi sur la partie des distributeurs. Je vais interviewer pas mal de personnes qui ont lancé des marques, qui ont relancé des marques aussi, qui relancent des modèles, qui distribuent des vendeurs d'occasion, de vintage, etc., etc. Donc j'ai pas mal de choses là qui vont arriver, qui sont très très intéressantes. Leur vision du marché aussi, si tu veux, c'est pas mal à voir ça. Comment ils en sont arrivés là. J'aime bien tout ce qui tourne autour de la psychologie des personnes qui sont là-dedans. Tu vois, pas juste les modèles et les marques. Et aussi des collectionneurs, parce que je trouve que les collectionneurs, on leur laisse... Alors toi, tu le fais très bien, d'ailleurs, tu leur laisses beaucoup la parole. Et voilà, je veux aussi leur laisser largement la parole là-dessus, sur voilà, mais, pourquoi ils en sont là, qu'est-ce qui les a amenés à ça, quelle est un petit peu la conversation qu'on a là, tu vois. Et c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on partage, mais c'est sympa de pouvoir... je pense que le mec qui écoute un podcast ou ta vidéo se dit, putain, ça me fait penser à moi. Ça les renvoie systématiquement, ça les éclabousse en permanence, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vrai que la chaîne, elle est née pendant le confinement. J'avais une montre, je racontais un peu ma vie et cetera. Après, j'ai donné beaucoup la parole aux collectionneurs. J'ai donné mon point de vue aussi sur des phénomènes et cetera. Mais je pense qu'un des points aussi où je te rejoins, c'est que ce serait intéressant d'aller, donner la parole aussi aux marques. Alors je le fais maintenant aussi avec des gens dans le vintage et cetera, avec Maxime, mais c'est chouette de mettre en lumière, en fait, de nouveaux acteurs, de faire découvrir de nouvelles choses, de comprendre, tu vois, l'aspect humain, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça C'est excellent. qui nous rassemble aussi, c'est le côté humain, c'est de comprendre. Mais toi, tu t'intéresses à Patek, mais pourquoi, en fait? Et c'est parce que c'est d'un point de vue social, Et dans pourquoi ton t'en es milieu, arrivé on a là, besoin surtout? d'avoir ça? Est-ce que c'est ton père qui t'a initié à ça? Est-ce que c'est pourquoi? Et qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à ça? Et c'est ça qui est passionnant et en fait, tu vas tirer la pelote de laine. Tu vas tirer un fil et tu vas découvrir toute une histoire, ou même la personne que tu interviews va être content de comprendre des choses et c'est passionnant, en fait et ça te passionne toi, la personne et ça passionne les C'est gens qui top parce que regardent donc avant toi et avant ce que je vais faire aussi, on était quand même plutôt dans du technique, c'est-à-dire les mecs invitaient quelqu'un, alors qu'est-ce que t'as? Bon, t'as une Datejust, ça c'est bien, c'est la référence 16220, ok très bien, lunettes cannelées machin, bon ok, mais merci au revoir, mais
ça reste limité si tu veux. Moi, j'ai besoin de retrouver un petit peu ce qu'on retrouve quand on fait nos soirées entre potes et qu'on parle de montres. Bah tiens, j'ai vu celle-là, mais j'ai pensé à celle-là parce que j'en suis arrivé là. Pour arriver là, j'ai fait tout ce chemin-là. Parce que je suis arrivé sur les diamètres de boîtier, parce que je suis arrivé sur les boîtes, etc., etc. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la Laureato, par exemple, de chez Gérard Perregaux. Ben, tu commences par d'autres choses. Et puis, tu te rends compte que tu aimes bien les boîtiers avec le bracelet intégré. Donc, tu t'intéresses à ça. Donc, celle-ci etc. Il y a un cadran clou de Paris, c'est intéressant. Parce que tu voyais ça chez Breguet ou chez d'autres. Et hop, tu te rends compte que celle-ci réunit, c'est un exemple, hein, le côté sportif, mais avec des clous de Paris, donc un peu raffinés, avec une marque horlogère de prestige, avec un bracelet intégré. Hop, et ça remplit au fur et à mesure les cahiers des charges. Tu vois un petit peu le truc? Et on plus en remplissant les cases comme ça, et avec et en plus avec le côté quand tu la vois, il se passe un truc quoi. Enfin, moi il m'est déjà arrivé, je sais pas si ça te l'a fait, où j'ai vu des montres que je trouvais incroyables sur les photos quand elles étaient en lancement, et je les ai essayées, je dis en fait, il se passait encéphalogramme plat complet quand je les voyais. Et inversement, parfois. La Non, première mais ZRC, quand je l'ai essayé chez Romain Réa, elle est sortie en 2016, en juin 2016 je crois. Et j'ai vu Georges Brunet justement, donc le patron de ZRC et tout, puis on discute, il était chez Romain Réa, et j'étais allé là-bas, mais vraiment parce qu'il y avait le lancement de la ZRC, la grand fond qui était ressorti, sans vraiment de conviction, en la voyant en photo, en disant, elle est sympa, mais ce bracelet est curieux quand même avec cette fermeture, c'est particulier. Et je l'ai essayé, il s'est passé un truc, mais de fou, et je suis reparti avec la montre, évidemment, le soir même, et c'est une montre que j'ai portée, mais pendant très très longtemps, quoi. Parce que tu vois, t'as pas d'équivalent, en fait. C'est un ovni. Je sais pas si, essaye là un jour si tu peux. Cette montre est un ovni, quoi, par exemple. Est-ce qu'il t'a raconté l'histoire de cette montre ou est-ce que tu t'es tombé amoureux quand tu as essayé la montre? Tu vois, il y a ça aussi qui est Je important. connaissais l'histoire de son grand-père qui avait Zucco Le Rocher, enfin, qui avait lancé la marque, etc., etc., qui faisait les bracelets et les montres. Et puis il me dit, bah voilà, je suis en train d'exhumer finalement le modèle. Et moi, tu vois, un petit peu comme maintenant en bon besogneux, je suis allé dire alors comment t'as fait pour le verre et pourquoi pas saphir et quel parti pris et la taille de boîte, pourquoi 40 et pas 36 comme l'original et les bracelets. Et le mec m'a expliqué tout son cheminement. C'était passionnant si tu veux. Et il te dit voilà comment on a fait un lancement. On s'est rendu compte que c'était quand même très difficile à faire. Tu vois, récemment je l'ai eu au téléphone et c'était assez marrant parce qu'ils ont sorti la réédition de la mais en 38 mètres qui est l'identique finalement de celle qui était au départ, l'aspiration. Et en rigolant, j'ai fait, tu vois, t'aurais pas dû te faire chier, en fait, t'aurais dû faire directement le copier-coller et la sortir. Et il me dit, non, mais puis, je dis ça pour plaisanter, bien sûr, mais c'est bien, il y a eu tout ce cheminement, mais le mec a fait un boulot de fou là-dessus, quoi. Ouais, mais tu vois, il faut expliquer le contexte. C'est-à-dire qu'il t'a expliqué quand même le cheminement et tu t'es adhéré. Et en fait, je pense que les gens adhèrent quand ils comprennent le cheminement. C'est pour ça que toi, dans ton Les gens podcast, adorent Colorado. l'épisode 0, si je dis pas de bêtises, ou le 1, mais je crois que c'était le Je 0. raconte, le 0, je Si je raconte dis le principe, et le 1, je raconte mes histoires de gars. le 1, le 1. Le 0, ça, on démarre, mais le 1, ce que tu as fait qui est bien, c'est que tu expliques le contexte. Tu dis voilà, et c'est ce qui me manquait pour moi dans l'horlogerie. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que tu expliques le contexte. Tu dis voilà, moi, je suis Edouard, je fais ça, je suis passé par là, je rêvais des montres quand j'étais enfant, l'histoire familiale, etc. Je vais vous emmener là. Donc, tu as une vision. Moi, ce que je fais avec Tocante, c'est pareil. Je dis voilà, les gars, moi, je m'en fous, je suis indépendant. On me dit pas va à gauche, va à droite, lève une jambe, lève le bras. Ouais. Je vais où je veux, je suis libre, etc. Et je trouve que dans l'horlogerie, c'est pareil. Quand tu as un fondateur ou un marketing qui est assez clair, c'est pour ça qu'il y a des marques qui performent pas selon moi, Bien sûr. parce qu'elles sont pas assez claires. Quand elles ont un positionnement clair, quand elles ont un discours clair, bah les gens s'approprient et rentrent dedans. Et les gens vont apprécier ton podcast parce qu'ils comprennent qui tu es, ils comprennent d'où tu viens. Et ça sonne vrai, c'est sincère. Et moi, ils apprécient le mien aussi parce que ça sonne vrai. Et tu peux avoir des gens qui ont énormément d'abonnés, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Tu vois, il n'y a pas d'empreinte forte. Et je trouve que là, je parle plutôt des influenceurs de l'horlogerie, mais pour les marques, c'est pareil. Quand tu as une marque qui a des vraies valeurs, qui a une vraie histoire, c'est là où les gens tombent complètement gaga et sont complètement accros. Il y a plein d'exemples, hein, on en a déjà cité tout à l'heure. Mais ça, je trouve que c'est important de contextualiser quelque Mais chose. c'est aussi vrai que maintenant, d'ailleurs, tu le vois, toutes les marques, c'est la raison pour laquelle toutes les marques réexhument leurs modèles emblématiques, leur calibre emblématique pour redonner du sens finalement. Enfin, regarde, tous ils font ça.
Zenith l'a fait il y a 10 ans, quand ils ont ressorti une version de El Primero en expliquant la marque. D'ailleurs, je ferai un épisode en parlant du El Primero, parce que je trouve que c'est très intéressant là-dessus. Tu vois tout un tas de marques qui ont fait ça. Et c'est là où, encore une fois, on revient à Rolex, mais où Rolex parfois perd du sens pour beaucoup de gens, finalement. Parce que c'est assez clinique, finalement, c'est assez froid, il y a pas ou peu de communication, hormis les pubs institutionnelles, Roland Garros, etc., etc. Il y a assez peu. Les mecs, en fait, tu sais, c'est un petit peu comme un vieux vase que t'as tellement peur de le casser que tu le bouges pas parce que tu dis si putain, tu vois le truc ou pas. Et eux, c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'ils changent pas les modèles d'ailleurs. Et encore une fois, Dieu sait que j'adore ce qu'ils font. Mais et les autres sont en train de se tailler la part du lion en donnant du sens à la marque, en disant voilà, nous on a fait ça. On n'est peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas, ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. Et tu vois, les micro-brands, c'est ça en fait. Ils disent voilà, nous on fait ça. C'est ça, et ce modèle, on l'améliorera sûrement, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, déjà comme ça, on a mis tout notre savoir-faire dedans et ça va vous plaire. Voilà. Et moi, c'est un peu ça l'idée. C'est en fait, tu sais, les gens adorent qu'on leur raconte des histoires et c'est surtout quand c'est fait avec sincérité. Moi, mon truc, ça a été surtout d'être sincère en fait. C'est-à-dire de dire voilà, il y a des gens qui s'y connaissent encore bien plus que moi évidemment. J'y vais en toute humilité, mais en revanche, je le fais avec le cœur et je le fais vraiment en voulant partager quelque chose. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de truc. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est super important. Et les gens l'ont ressenti parce que un petit peu comme toi. Toi, tu reçois des messages pareils, je suis sûr, des gens qui sont hyper engagés dans la commune. Moi, c'est pareil. Déjà, ça fait quelques mois, et déjà, j'ai des gens qui sont mais à fond dans le truc, quoi. Ah ouais, mais C'est dingue, c'est passionnant. Moi, j'ai des gens qui regardent mes vidéos sur leur télé le dimanche, ils castent en fait la vidéo, ils regardent sur le télé la télé en famille, qui me dit j'ai écouté, j'ai acheté tel monde, j'ai acheté la Air King parce que j'ai vu que tu l'avais testé. Qui achètent mon livre, alors que ça n'a rien à voir avec les montres, tu vois, mon bouquin, mon activité pro. Enfin, il y a des gens en fait qui font des mix comme ça dans des trucs sans que ce soit forcé. Et ça, moi, ça me touche énormément. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et en tout cas, plein de bonnes choses pour toi, mais tu le sais déjà. Et j'invite mon audience, parce que moi, j'aime bien même faire tu vois, des partenariats, etc., bienveillants. Et j'invite mon audience. Si vous aimez Tocante, vous allez aimer ce que fait Edouard. Ça j'ai zéro doute. Hein. Si j'avais eu un doute, je t'aurais pas invité sur le Il y a podcast. ça, Ça, c'est évident. il y a ça, et puis en plus, comme tu dis, enfin nous, on s'est un petit peu parlé avant, et nos premières réactions, ça a été de dire, putain, ça va être top parce que forcément, il y a des choses à échanger en fait. C'est un peu comme une conversation entre potes. Enfin, on s'est parlé au départ et échangé C'est comme ce qu'on on voulait, se ouais. connaissait depuis 10 piges quasiment, quoi, tu vois. On n'a pas suivi le programme, les gars. Hein, je vous le dis. Edouard m'avait gentiment fait un super planning avec plein de points. Et franchement, on n'a pas regardé On nos va notes. regarder parce que voilà, il manquait juste. Voilà, on est dans un pub là en fait. Vous voyez, Il me manque un bon verre de vin, ouais. Edouard. Est-ce qu'il faut que je vienne à Bordeaux pour boire un bon verre de Bordeaux là, parce qu'on peut pas le faire à Tu viennes à distance. Bordeaux, parce qu'il y a pas mal de choses à voir et en plus on pourra faire. Il y a des beaux projets. On n'en dit pas plus Ouais. pour l'instant, mais il y a des très beaux projets. Si tu viens, on pourra faire des trucs cool avec des gens qui sont super intéressants dans le coin et qui sont assez connus. Voilà. Donc, je t'invite, c'est quand tu veux, tu descends et on se fait tout ça. Et je pense qu'il y a matière en tout cas. Et surtout des gens qui partagent le même délire. En fait, ils sont, comme tu l'as dit très bien dès le départ, c'est sans chichi, on se prend pour personne en fait. Tu vois le truc. On prend ce qui nous plaît et on le partage avec vous et comme c'est avec un vrai plaisir, comme c'est désintéressé, forcément, ça donne quelque chose de bien. Et je vois toi, c'est en train de, enfin, tes audiences, c'est top, hein, franchement, c'est cool, tes vidéos, ça grimpe bien et bravo, encore une fois. C'est vraiment. Bah merci Edouard. Bravo aussi à toi. Tu démarres, mais la base est très très saine. C'est le fût de chêne, il est incroyable. Tu vois, les fondations, c'est pas des lasagnes, les amis. Hein, c'est vraiment solide. Hein, c'est très très carré et c'est cool. Il y a on sent plein d'expériences, plein de réflexions sur la vie, de recul. Ça, je veux te le dire parce que ce qui est passionnant dans ce que tu fais, c'est que on voit le recul. C'est pas à chaud. Ça a maturé, tu vois, et ça c'est génial parce que on voit peu ça sur internet et où on est, comme tu le disais, souvent dans un côté très technique, Ouais, c'est ça. très très technique, très ingénieur, et c'est cool d'avoir des gens qui sont sur un background un peu différent. Moi je suis pas un ingénieur, d'avoir un background différent, donc ça c'est cool. Écoute, très très content de t'avoir reçu Avec grand plaisir. sur mon podcast, le podcast de Tu seras, Tocante. si tu le veux bientôt,
aussi dans le podcast avec grand plaisir. Avec plaisir pour tous les points qu'on n'a pas évoqués, qu'on n'a pas traités, mais ce sera un plaisir. En tout cas, les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, à partager l'épisode, effectivement, à celles et ceux qui sont intéressés. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller suivre l'épisode d'Edouard. Donc, tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver donc sur toutes les plateformes. Donc, c'est sous forme de podcast. C'est Démontrez-vous. Donc, démontrez-vous. Il n'y a pas de faux amis. C'est vraiment comme ça s'entend, comme ça se prononce. Le compte Insta, pareil, Démontrez-vous. C'est tous les vendredis matins à 9h où il y a un nouvel épisode. Donc, il y a eu le dernier qui est passé sur le premier volet de la naissance de la Royal Oak, qui est passionnant, et le deuxième qui va arriver ce vendredi. Parfait. À très bientôt, les amis. Merci à tous. Merci pour les Warriors qui ont écouté jusqu'à la fin. Ils sont nombreux. Hein. Ils restent jusqu'au bout, je t'assure. J'ai un taux de rétention important.